Polytech, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Avec Polytech Live, suivez les conférences de Polytech en direct ou en replay. Bonjour à vous toutes et vous tous et à vous toutes et tous qui nous suivez en ligne sur cette table ronde au sein de Polytech. Je suis donc ravie de vous accueillir pour ce débat autour de cette thématique, le plan de relance. Un an après, quels impacts sur les filières environnementales? Nathalie Croiset, j'avais eu le grand plaisir il y a un an sur Polytech Online de faire un débat sur tout juste le plan de relance annoncé. Donc là, c'est intéressant de dresser un bilan. Je vous rappelle, donc il avait été annoncé le 3 septembre 2020. On va se poser des questions de comment les filières environnementales ont-elles bénéficié du plan de relance jusqu'à aujourd'hui? Comment cela s'est-il retranscrit en termes d'investissement et d'embauche? Comment pérenniser les investissements sur le long terme et bénéficier des effets multiplicateurs sur les secteurs? Pour en parler, je suis ravie d'accueillir François Escoffier, bonjour, qui est donc le président de FEDEREC. À vos côtés, Bruno Cavagnier, bonjour, président de la FNTP. Franck Boucher, également bonjour, président de l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sites. Et Nicolas Garnier, bonjour, délégué général d'Amorce. Alors on va faire en sorte de ne pas uniquement discuter entre nous. On vous laissera évidemment un temps de questions-réponses à la fin de cette table ronde. On vous passera un micro. Il n'y aura pas de souci, vous pourrez poser vos questions. Alors, on va parler des 1 an du plan de relance, mais je ne peux pas faire autrement que de parler d'une annonce qui a eu lieu il y a 2 jours. On peut évidemment pas éviter d'en parler. Ce plan d'investissement France 2030, donc annoncé par Emmanuel Macron, 30 milliards d'euros sur 5 ans, 1 milliard pour le nucléaire, vous l'avez entendu parler, avec le développement de petits réacteurs. Emmanuel Macron souhaite aussi que la France devienne leader de l'hydrogène vert en 2030. Il insiste aussi beaucoup sur la décarbonation de l'industrie. L'idée, selon le président de la République, c'est d'accompagner les transitions de secteurs d'excellence, l'énergie, l'automobile, l'aéronautique et l'espace. Alors, j'ai envie de vous faire commenter les uns et les autres cette annonce, juste 1 an après le plan de relance, qui n'est pas encore terminé, évidemment, parce qu'il court jusqu'en 2022. Nicolas Garnier, on a beaucoup parlé là, de transition écologique, d'environnement, il y a 2 jours. Il faut que je reste diplomate dans mes propos. Bon, d'abord, on a l'impression quand même que c'est des orientations autour plutôt de la R&D et des hautes technologies. Donc, en tant que représentant des collectivités locales, on ne se sent pas directement concerné par les 30 milliards, mais je vous dirai tout à l'heure qu'on n'a peut-être pas été non plus totalement concerné par le premier plan de relance, donc ça ne nous change pas totalement, en tout cas pas complètement. Ensuite, ce qui est effectivement assez surprenant, c'est de focaliser sur des filières, et en particulier la filière nucléaire. 1 milliard d'euros, c'est des sommes colossales. Alors pour le nucléaire, c'est tout petit, mais il faut quand même savoir que c'est 4 ans de fonds chaleur pour créer des réseaux de chaleur en France. Donc c'est des sommes monumentales. Et puis ça repose cette question assez importante sur la transition énergétique, c'est quelle est la place de l'électricité dans le modèle français. On a un peu l'impression d'une sorte d'hypertropie sur les LEC. Et peut-être que le fait que l'État français soit aussi le premier actionnaire du fournisseur producteur d'électricité fait qu'au bout d'un moment, on parle que des LEC et on aide beaucoup les LEC, alors que la réalité des collectivités locales, c'est d'abord de la maîtrise de l'énergie, c'est d'abord de la chaleur renouvelable, d'abord des énergies décentralisées. Et que là, on a l'impression d'une parole de l'État très centralisateur. Alors en même temps, dans beaucoup de scénarios qu'on voit se dessiner, RTE, l'ADEME, on parle beaucoup d'électrification, d'une demande en électricité qui sera de plus en plus importante dans les années à venir. Oui, mais on l'avait prédit. Écoutez ce que je disais il y a 3-4 ans à Polytech, c'est à force de dire que l'électricité est tellement vertueuse qu'on peut en consommer open bar. Bien sûr, à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, quand on en consomme open bar en mettant des outils de chauffage non efficaces, c'est ce qui est en train de se développer en France. Il y a 20 ans, on parlait des grippins, mais maintenant, on va parler des pompes à chaleur de mauvaise qualité qui vont créer la précarité énergétique de demain. Le développement des voitures électriques que tout le monde souhaite, mais avec une forme d'approche un peu empirique, des bornes de recharge rapides, avec des tarifs gratuits aujourd'hui dans certaines collectivités locales. Donc, on a créé une forme d'addiction à l'électricité. Et puis, bien sûr, au bout d'un moment, on se dit il va falloir beaucoup plus produire. Comme dans le même temps, on en parlera tout à l'heure, mais il y a quelques attaques assez scandaleuses sur les solutions éoliennes, photovoltaïques, etc. Tout d'un coup, comme de par miracle, comme dirait l'autre,
on voit réapparaître la solution nucléaire. On n'a rien contre. Simplement, à un moment donné, ça pose la question d'un lobby qui finit par avoir gain de cause, alors que pour nous, la transition énergétique, c'est autre chose que ça, même si on a évoqué des centrales de petite taille, ce qui fait frémir certains ou qu'en questionne d'autres. Je ne suis pas sûr que le nucléaire ait été fait pour faire de la décentralisation, mais on demande à voir. On verra. Alors Franck Boucher, une réaction de la même façon. Alors la seule chose, c'est que vous devez vous partager des micros parce qu'il n'y en a pas un pour tout le monde. Bon. Oui, alors moi je ne commenterai pas les propos du président de la République qui sont très récents, ni je ne suis pas qualifié pour parler d'énergie nucléaire, etc. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un an, on s'est vu, qu'il était annoncé un plan de relance avec des objectifs ambitieux financiers, et qu'on a toujours tendance à dire en France, on dit des choses, on ne passe pas à l'action, et on verra tout à l'heure, j'espère, que les promesses ont été tenues. Donc cette nouvelle promesse, j'espère qu'elle sera tenue, parce que 30 milliards, c'est toujours bon à prendre dans nos métiers de l'environnement. Voilà, en tout cas, dans votre secteur, vous êtes plutôt un homme heureux et vous allez nous en parler. Hein. Bruno Cavagné, je vous en prie. Moi, je ne sais pas si je suis un homme heureux, moi, mais... En tout cas, votre voisin, Franck Boucher, après vous, bon, 30 milliards, ça peut paraître beaucoup, en même temps, c'est pas tant que ça. Hein, la bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'il y a une vraie volonté politique, au moins elle est affichée. Le nucléaire, ça me va plutôt bien. Voilà. Et la décarbonation en même temps de l'industrie, ça me va aussi bien parce qu'on travaille, on en parlera tout à l'heure, beaucoup là-dessus. Donc je serais plutôt positif en disant il y a une ambition. Après, c'est comment on traduit réellement cette ambition sur le terrain, comment on est capable d'aller vite, parce que pour que ça marche, il faut aller vite. On voit bien que chaque fois que ça traîne, ça marche pas très bien. Donc voilà, moi je suis plutôt positif, plutôt que effectivement pendant des années on faisait rien. On a eu un plan à 100 milliards, même si là aussi pour nous c'est pas du tout 100 milliards. En tous les cas, je préfère prendre le côté positif, dire on avance, on développe, que toujours se plaindre. Et en ce moment, voilà, il faut, je pense, être plutôt positif là-dessus. Voilà, il y a un élan. Alors François Escoffier, de la même façon aussi, un commentaire. Bonjour à tous. Écoutez, un peu comme mes collègues, on a toujours un devoir de prudence et de réserve quand on commente les actions des gens qui nous gouvernent. Donc, première des choses, c'est une satisfaction pour le Français que je suis de voir l'importance d'un plan de relance dédié au nucléaire, dédié à l'énergie. D'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser en tant que président de Fédérec, où je me dis, finalement, la décarbonation des industries, l'indépendance énergétique de la France, les déchets sont notre activité, recyclage, transformation, valorisation de nos rejets déchets, est un peu oubliée, j'allais dire, dans ce plan de relance. J'en suis un peu triste, parce que je pense que si l'indépendance énergétique, forcément, elle passe par le nucléaire et par d'autres sources, mais les déchets ne peuvent pas être mis un peu de côté. Et on a le sentiment de passer un petit peu à côté de la grande messe. J'imagine qu'il y aura une clause de revoyure et de discussion, et j'espère que dans ce sens-là, on sera écouté et entendu. Voilà, on est un tout petit peu dépité, alors que le titre était plutôt sympathique. Était plutôt sympathique. Alors justement, voilà des réactions, on va dire, un peu contrastées. On va revenir à ce plan de relance et ce bilan de plan de relance. C'était plutôt une introduction et un peu incontournable, évidemment, de se raccrocher à cette actualité toute récente. Je vais commencer par vous, Bruno Cavagné, pour tirer un premier bilan, on va dire, de ce que ça représentait pour vous, la FNTP, ce plan de relance. Est-ce qu'il n'y avait quand même pas déjà, évidemment c'est logique, des projets qui étaient déjà lancés, évidemment, et vous avez bénéficié, ça a été un apport supplémentaire dans une démarche qui était déjà engagée de votre part? Oui. Après, ce que je disais à l'instant, plan de relance, 100 milliards. On se dit formidable. Sur les 100 milliards, ce qui nous intéresse directement, c'est 3,8 milliards. Vous voyez qu'on redescend quand même d'échelle. Et en même temps, moi j'ai toujours dit, prenons ce qu'on nous donne et avançons avec ce plan de relance. Mais on voit bien là aussi que ça a été compliqué. Pour vous donner un chiffre, en 2021, c'était 700 millions d'euros. 700 millions d'euros d'autorisation de paiement sur ce plan de relance. Donc on manquait d'accélération. Sur 2022, ça va accélérer un peu plus et effectivement, les actions engagées vont nous aider. Les collectivités locales vont accélérer. L'AFIT, qui est l'Agence de financement des infrastructures, a eu, grâce à ce plan de relance, son budget maintenu. Donc il y a eu un effet
d'amplification qui est important et qui a permis à nos entreprises de continuer à travailler, à accélérer et qui nous permet à nous de travailler sur la décarbonation de nos métiers. Mais encore une fois, quand on travaille avec les préfets, quand on leur parle du plan de relance, ils nous parlent de la prime rénov'. J'aurais dit que prime rénov', c'est pas nous du tout, c'est le bâtiment. Vous voyez, alors le BTP, j'ai bien compris que vous faisiez pas la différence entre le bâtiment et les travaux publics, mais on n'est pas du tout là-dedans. Et ça a été un vrai combat d'expliquer quels étaient nos métiers, comment on travaillait, ce qu'on faisait, pour essayer d'accélérer les choses, que ça soit en termes d'eau, par exemple. Vous savez qu'on perd 25% de l'eau potable qui part dans la nature. Jusqu'à présent, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, ça commence à intéresser les gens. Je me dis, de l'eau qui est traitée, qui est payée, bon, mais peut-être qu'on pourrait faire un effort. Et les écologistes à qui j'en ai parlé il y a des années me regardent un peu en disant, oui, bon, enfin, c'est l'eau qui, ça tombe, ça repart. Bon. On voit que là aussi, il y a un changement de mentalité, une prise de conscience. Alors, je vais juste comprendre, 700 millions d'euros décaissés. On attend, vous attendez encore la suite l'année prochaine. Si je ne m'abuse, ce plan de relance, il était sur 2 ans. Vous devez atteindre les 3,8 milliards. Là, on en est encore loin au niveau... 2022, on devrait décaisser 1,5 milliard. Enfin, l'État, pas moi. 1,5 milliard, donc ce qui va effectivement accélérer. Et il se trouve que... vous savez qu'on dépend énormément des collectivités locales. La moitié de notre activité, c'est la commande publique, les collectivités locales. Et en fait, on a un effet de 1 à 4. C'est-à-dire que quand l'État donne 1 de subvention, on a un effet de 4. C'est-à-dire on a 4 euros d'investissement, 1 milliard, 4 milliards. Donc évidemment qu'en 2022, on pense qu'on va continuer à accélérer. D'autant plus qu'il n'aura échappé à personne qu'il y a des élections présidentielles, qu'il n'aura échappé à personne qu'on est dans la période de promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Mais en tous les cas, nous on y croit et on pousse. Et pour le coup, comme on est en train de travailler, je dis, sur la décarbonation de nos métiers, avec un plan d'investissement à la clé, on pousse là aussi, et on va recevoir tous les candidats là, le 24 février, pour leur dire, OK, nous on s'est lancé dans la décarbonation de nos métiers sur plusieurs années, avec une trajectoire, et en même temps, il faut que tout le monde s'y mette, et que vous, de votre côté, vous nous aidiez sur un plan d'investissement. Alors vous allez recevoir tous les candidats, pas dans votre bureau, mais à l'occasion d'une assemblée générale, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, depuis maintenant plus de 2 ans, on a considéré qu'il fallait qu'on arrête d'être j'allais dire en retard. C'est-à-dire qu'on répond souvent à une nouvelle loi, à une décision gouvernementale, alors que depuis des années, on fait de la transition écologique, on a des plateformes de recyclage partout, on a proposé des solutions innovantes partout. Donc on a commencé à faire la transition écologique. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on voit bien notamment, il y a des jeunes dans la salle, l'accélération, la volonté qu'on a de décarboner. Il y a 2 ans, on s'est dit, on va prendre les choses en main, on va accélérer. Mais pour accélérer, comment peut-on faire ? Mais d'abord, il faut savoir d'où vous partez. Et pour savoir d'où on partait, on a vite vu qu'autour de nous, on n'était pas très bon là-dessus, même si nous avons des spécialistes à la fédération. On s'est fait aider de Carbone 4 sur la partie diagnostic, en disant voilà d'où on part, voilà où on veut aller, et on veut descendre de 40% notre trajectoire bas carbone, donc c'est pas rien à l'horizon 2030. On s'est fait aider de l'OFCE pour un plan d'investissement. C'est tout ce travail que l'on fait, qu'on va terminer au mois de décembre. Et le 24 février, si vous êtes à Paris ou si vous n'avez rien à faire, venez. Vous êtes les bienvenus. On va faire une très grande journée, on l'avait fait en 2017, sur les infrastructures, l'innovation, la jeunesse, la formation, évidemment la transition écologique. On avait 4000 personnes qui étaient venues en 2017, montrer tout ce que sont nos métiers aujourd'hui et ce que seront nos métiers demain. Et on reçoit les candidats à la présidence de la République. Et on va leur demander de s'engager. Parce qu'on est tous d'accord de vouloir laisser un monde meilleur à nos enfants. Alors, on peut avoir des différences sur du nucléaire, pas de nucléaire, de l'éolien, pas d'éolien. Voilà. Mais comment fait-on concrètement ? Si on demande, est-ce que demain vous voulez un monde meilleur pour vos enfants ? J'en connais pas un qui va dire non. Mais après, c'est comment fait-on ? Quels sont les moyens que l'on met en place ? Et c'est l'engagement que les candidats devront prendre. On l'avait fait en 2017.
pas sur la transition, mais sur un plan d'investissement. Ça avait pas mal marché. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener toutes nos entreprises dans cette transition écologique à leur rythme, parce que tout le monde n'est pas à la même vitesse, et que derrière, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et l'État s'engage pour qu'on aille le plus vite possible pour baisser notre empreinte carbone. Alors, pour continuer, juste dire un mot, parce que vous faites de la publicité, ça sera au Grand Palais éphémère aussi, peut-être à Paris, comme ça, voilà. C'est au Grand Palais éphémère. Non, voilà. Venez. Tous ceux qui sont venus en 2017 nous ont dit, mais on n'imaginait pas que vos métiers étaient comme ça. Il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'innovation. Les gens, en rapport aux travaux publics, quand on ne connaît pas du tout les gens qu'on voit dans la rue, les pelles, les pioches, mais on est bien au-delà de tout ça, et tout ce travail qu'on fait, je pense qu'on va vous étonner. Voilà, je parlais d'un homme heureux tout à l'heure en parlant de Franck Boucher. Vous aussi, vous êtes heureux visiblement et enthousiaste. Alors, Franck Boucher, je vous passe la parole aussi pour dresser ce bilan. Vous aussi, voilà, vous êtes plutôt heureux, vous dressez un bilan positif. Vous avez commencé à le dire en introduction de ce plan de relance. Oui, bilan positif, il y a un an, quand on s'est vu, c'était au mois d'octobre. Exactement, c'était au mois d'octobre. Il y avait un plan annoncé avec 300 millions d'euros. 250 millions pour les fonds régionaux, une quarantaine ou 260, 40 millions pour l'ADEME. Et il faut voir que dans nos métiers de réhabilitation de friches, c'est quand même assez nouveau que de donner de l'argent pour libérer des friches. Il y avait à peu près rien auparavant. Donc on était optimiste, mais un tout petit peu sceptique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand succès. Plus d'1,5 milliard de demandes, c'est-à-dire 5 fois plus que le budget annoncé. et donc, il a fallu faire des heureux et des malheureux, des choix. Il y a eu 600 projets qui ont été lauréats sur presque 1200. Et ça a conduit le gouvernement à proposer un nouveau plan de 350 millions cette fois-ci pour réétudier de nouveaux projets. Et ça a conduit également Emmanuel Macron à indiquer son souhait au début de septembre de pérenniser ce mouvement en faveur du recyclage des fonciers dégradés. Donc ça, c'est dans le cadre du fonds friche, c'est ça dans le cadre du fonds friche. Ouais. Et ce qu'on peut dire sur ce fonds friche, c'est qu'il a permis à très court terme de faire 75% du budget a été consacré à des études, 25% des travaux, 150 hectares dépollués, on va dire. Dans un délai quand même assez record. On espère évidemment. Mais de la même façon, est-ce que c'était des choses qui étaient dans les tuyaux, ce que j'évoquais avec la FNTP, ou vraiment est-ce que ça a déclenché, on va dire, des choses nouvelles? Alors, difficile d'avoir des statistiques entre ce qui est dans les tuyaux, parce qu'il y avait des choses dans les tuyaux, il y a eu des choses nouvelles. Oui. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas... Voilà. Vous n'avez pas tous les chiffres précisément. Il y a des choses nouvelles qui ont été déclenchées, et le prochain fonds, qui est en ce moment, a forcément déclenché avec le recul de nouveaux fonciers qui étaient un peu bloqués. Ce qui est important, c'est que c'est aussi accompagné, cet argent-là, qui est nouveau, il est aussi accompagné d'évolutions réglementaires. Il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut aussi donner un cadre. Ce cadre-là, il est issu d'évolutions réglementaires qui ont eu lieu entre notre premier rendez-vous au mois d'octobre et aujourd'hui. Il s'est passé quoi? La loi ASAP, le décret ASAP au mois d'août, la loi climat et résilience avec des objectifs programmatiques, le zéro artificialisation nette en 2050, baisser de 50% la consommation, le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc on a à la fois de l'argent qui est ouvert dans des projets et à la fois un cadre qui évolue vers une meilleure gestion de nos fonciers. Donc on est très positif par rapport à ça. On peut, et je rejoins M. Cavagnier. On peut toujours voir le côté vide de la bouteille. Moi, je préfère regarder le côté plein. Vous avez le côté plein. Alors, j'allais dire, c'est pas pour diminuer votre enthousiasme, mais justement, vous avez l'air de dire, on partait quand même un peu de loin. Et finalement, ça a été un vrai coup de booster, mais vous étiez un secteur qui était peut-être un petit peu délaissé jusqu'à présent. Oui. On est un peu le parent pauvre. Regardez ici à Polytech la taille du village Cité-Sol pollué. On ne peut pas dire qu'ils prennent tout l'espace. Mais il va grossir. Et en termes de création d'emplois, vous avez un peu une idée aussi de ce que ça
peut créer ou ce que ça a pu créer? J'allais vous chercher, vous nous demandez de chercher encore des chiffres, ça va être compliqué. Non, on attend encore les chiffres, mais ce qui est certain, c'est que ça en a créé. Parce qu'aujourd'hui, sur nos métiers, il y a une très grosse tension. Donc je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle et des moins jeunes. Bon, notre métier recrute. Il faut le savoir. Même recruter À tout les moins niveau. jeunes s'ils veulent se reconvertir, c'est ça? Pas que des jeunes, pas que des jeunes, pas que des ingénieurs. Il y a beaucoup de corps de métier. Il y a des formations qui se montent parce qu'on a du mal à recruter dans nos métiers, quel que soit le niveau. Donc ça, c'est positif d'être dans un secteur qui est en croissance. Et donc, on est en plein dans l'actualité. Je crois qu'il y a un appel à projet national de l'ADEME là, avec une date limite de candidature là, dans ces eaux-là, hein, c'est ça? Elle vient de finir le 8 octobre, Ouais. mais notre souhait, c'est qu'il y en ait un futur au mois de février ou mars. Donc, si je comprends bien, vous avez un plan de relance 2 quelque part. 2, On peut 3, 4, 5. On pourra revenir chaque année de dresser un bilan. Préparer les bougies. François Escoffier, je vous repasse la parole. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, un peu quand même de déception de votre part si on doit dresser une forme de bilan de ce plan de relance pour vous, pour votre secteur, pour Fédérec. Il y a quand même, voilà, le titre était vraiment alléchant. Il y a quand même 2 milliards d'euros, je crois, qui sont fléchés sur l'ADEME. Donc on attendait une levée un tout petit peu plus importante, puisque, j'allais dire, quand on parle automobile, quand on parle aéronautique, quand on parle décarbonation, quoi, d'un côté il y a des déchets, de l'autre côté il y a une énergie potentielle. Donc il y a un rendez-vous qui doit se trouver à un moment donné. Sur le plan de relance, on n'a pas eu 3,5 milliards comme mon voisin qui a eu cette chance-là, mais on a quand même eu 500 millions d'euros. C'est la première fois, j'allais dire, que notre métier avait reçu un tel intérêt de nos gouvernants. On a aussi été reconnu comme activité essentielle à la nation, donc c'est des grandes satisfactions. Pour le côté positif. Et puis la notion de déchets comme une ressource, on sent que l'idée évolue aussi, si je peux dire, l'approche. Oui, ben ça, de toute façon, nous les professionnels, ça fait longtemps qu'on travaille sur le recyclage. Donc le recyclage, c'est forcément de jeter le moins possible. Donc la ressource, on la connaît, on la travaille tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a une vulgarisation vis-à-vis du grand public et vis-à-vis du législateur de nos activités. Un intérêt aussi de plus en plus grandissant du législateur. Et on pourrait arriver sur un autre sujet, mais... Sur ce premier impact, ça a été très positif. Les grandes entreprises adhérentes de notre fédération s'en sont naturellement emparées avec la technicité et les connaissances qui font notre fierté. Et puis, on s'est rendu compte que les PME calaient. Puisque, la complexité, la difficulté de vision, voilà. Il faut rappeler qu'on est passé de la loi AGEC, la loi climat enchaînée juste derrière, donc il y a une complexification législative qui donne aux patrons de PME, de TPE et de TI un petit peu moins de visibilité. Ça a créé un petit peu un mouvement de stagnation, alors qu'il y avait réellement un appel d'air et une appétence pour ce plan de relance, ce qui fait qu'il y a peu d'entreprises aujourd'hui, pas suffisamment, qui sont portées sur ce plan de relance. Voilà. Donc, vous l'expliquez plutôt par un contexte, une complexité d'aller aussi peut-être remplir des dossiers, d'avoir cette démarche-là aussi, c'est ça? Oui, il y a cette part-là, mais vous savez, les patrons de PME, en règle générale, aujourd'hui, notre fédération, c'est des entreprises très structurées. On a de très belles ETI qui sont positionnées sur des technologies d'avenir, sur des cibles. Voilà, notre métier a terriblement évolué. C'est vrai que le législateur a cet impact-là plutôt favorisant. Mais d'un autre côté, quand vous enchaînez les législations, ça enchaîne les incertitudes. Alors pour des groupes qui ont des certaines visions, oui. Ensuite, vous avez l'Europe, vous avez des contraintes, vous avez des perspectives qui sont complètement changeantes. Et on sent bien cette frilosité. En tout cas, moi, les informations qu'on me remonte, pourquoi vous n'avez pas participé plus activement au plan de relance? Ben voilà, qu'est-ce qui va être de l'exportation des matières premières issues du recyclage? Il y a aussi l'émergence pour l'incorporation de nos produits que nous trions. Tout ce qui est matières premières issues du recyclage doivent trouver leur place sur des filières, j'allais dire, européennes et françaises. Donc la satisfaction du besoin national, c'est, je le répète une fois de plus, la première vocation de notre activité.
Et ensuite, on gagne des parts de marché dans la balance commerciale de la France, ce qui est plutôt intéressant et important. La ressource, elle est bien en France, c'est des emplois non délocalisables, donc il faut absolument que les incertitudes qui sont autour de nos activités, elles soient levées, quoi. Quand on se dit la propriété de la matière, est-ce qu'elle va rester dans notre métier? C'est bien nos entreprises qui recyclent, qui investissent. Quand vous avez besoin d'un centre de tri, ce n'est pas le metteur sur le marché qui va trier, c'est bien l'entreprise qui va faire ce travail-là. Alors le 12 octobre, il y avait le discours d'Emmanuel Macron, puis il y avait l'annonce aussi de vos chiffres 2020. Vous voyez, il y avait deux actualités assez importantes. Alors, évidemment, une année qui n'a pas été bonne, ça ne va pas dire le contraire. En revanche, 2021, vous êtes plutôt positif, optimiste? Alors nous, on est toujours positifs. On est des gens, on œuvre dans telle difficulté, on est obligé d'être positif et on est d'une nature heureuse. Les chiffres 2020, c'était une année qui nous vouait aux abysses, mais comme beaucoup d'industries françaises, beaucoup d'industries mondiales, puisque la crise sanitaire nous a fortement impactés. Et puis, finalement, ça a été moins pire qu'on le pensait. Le fait d'avoir été reconnu comme activité indispensable à la nation, il a fait quand même quelque chose. On est resté beaucoup plus ouvert sur les déchetteries professionnelles, les activités très traditionnelles des filières automobiles ou des filières bois. Bon, globalement, l'année 2020, c'est une année moins catastrophique qu'on l'imaginait. C'est une année de repli, mais comme beaucoup d'activités, mais moins catastrophique. Il faut dire que la demande a été boostée aussi sur les derniers mois, puisque la crise étant mondiale, il y a des cycles qui se passent et des pays qui redémarrent plus vite que d'autres. Voilà. Et puis 2021, on n'a pas conclu l'année 2021, mais c'est totalement l'inverse. C'est une année de rebond au total, qu'on espère être une année record. Et c'est vrai que si on continue sur les mêmes bases, ça sera une année assez incroyable, surtout sortant d'une année aussi difficile. Et que on espère simplement que les perspectives, ça ne soit pas l'effet inverse. C'est-à-dire on voudrait bien boucler l'année sur la même dynamique. Et puis pas, l'année d'avant, c'était une année qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique, mais elle a été moins pire qu'on le pensait cette année. On n'est pas de Normandie, mais moi je suis plutôt des Alpes. Voilà, on espère que le sommet du Mont Blanc apercevra les chiffres de Fédérec et du monde du recyclage. Alors je vais faire réagir Nicolas Garnet, mais je crois que Bruno Cavagné, vous voulez prendre la parole, donc je vous la passe temporairement. Ouais. Voilà. Je voudrais rebondir sur deux mots que j'ai entendus. On a parlé de recrutement et de PME. Et c'est vrai qu'avec la transformation de nos métiers, on le voyait déjà aujourd'hui, le recrutement, c'est le nerf de la guerre. On avait déjà des problèmes de recrutement, ça va devenir de plus en plus prégnant. Et en plus, il faut former aux métiers de demain qui sont en train d'évoluer. Et dans le même temps, il faut arriver à accompagner nos PME dans ce changement. C'est le travail que l'on fait de façon très pratique pour baisser cette trajectoire bas carbone. Donc, on a beaucoup de challenges à régler à la fois. Et on ne peut y arriver, encore une fois, que si on est tous ensemble. Mais tous les jeunes, je vois qu'il y en a dans la salle, si vous ne savez pas quoi faire demain, venez dans les travaux publics. Il y a un travail phénoménal que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Voilà, donc il faut aller faire un tour sur votre stand aussi là-bas. On a bien compris. Alors, Nicolas Garnier, je vous passe la parole. Vous avez dit tout à l'heure, moi, le plan de relance, on n'en a pas vu grand-chose. Alors, j'ai pas tout à fait dit ça. Je reviens d'ailleurs parce que j'ai eu des appels du pied de mes voisins. En fait, sur les annonces d'avant-hier, si vous me permettez l'expression, pour que je voie le verre à moitié plein, il faudrait que je sois invité à l'apéritif. Et là, le mot territoire et collectivité n'a pas été prononcé par le président de la République. Imaginez la même chose, le mot entreprise n'aurait pas été prononcé, vous auriez eu du mal à voir le verre. Vous voyez ? En fait, à l'inverse, sur le plan de relance première génération, celui de l'année dernière, on a un avis plus équilibré. D'accord. Il y a des bons points et des mauvais points. Si on regarde un peu les grands chiffres, ils ont été cités. Sur la question de la rénovation énergétique, tout à l'heure je l'ai dit. Ma prime rénove. Alors avant, je vais parler un peu de mon domaine. Il y avait effectivement dans ce premier plan beaucoup d'argent pour rénover les bâtiments publics. Et monsieur l'a dit, à partir du moment où on commence à rénover les bâtiments publics, on va faire appel à des professionnels et il y a toute une économie qui se met derrière. Donc là, on est dans une phase intensive de rénovation du patrimoine public. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et avec des moyens financiers qui sont importants.
de manière un peu surprenante, on se retrouve dans le même cas que mon voisin de gauche, c'est-à-dire que ça a tellement bien marché qu'on pourrait en mettre le double, nous, sans problème, voire le triple en termes de moyens d'aide. Sur la MaPrimeRénov', c'est vrai que ça a été quand même un accélérateur de décisions extraordinaires, qui a d'ailleurs eu une difficulté, c'est que vous savez, on a des agences locales de l'énergie qui ont été complètement engorgées. Elles ont pris un coup de chaud, tellement on a été appelé par des habitants qui disent « je veux rénover, je veux rénover ». Ce qui est un signe, parce que j'allais dire la rénovation énergétique, on a l'impression que c'était un serpent de mer depuis des années. Là, il y a eu un vrai effet où les particuliers se sont déplacés. Et on pourrait même dire d'ailleurs, dans une période où l'énergie était encore pas trop chère, il y a un an, alors que là, la situation a complètement changé. Clairement. On est en train de vivre une toute autre époque. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc là-dessus, plutôt des bons points. Sur la question de la décarbonation, alors c'est dans le texte. Il y a marqué décarbonation de l'industrie. Il manque juste la suite et des territoires, puisqu'en fait, nous aussi, on est dans des plans climat, on est dans des CRTE, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Et en fait, il n'y a quasiment pas d'argent qui nous a été alloué pour décarboner notre activité de collectivité locale. Donc il manque l'autre bout de et en particulier, on a des outils de production d'énergie qui s'appellent des réseaux de chaleur, où aujourd'hui, la capacité de décarbonation, elle tient aux aides de l'ADEME, qui ont été un peu augmentées, mais là, pour répondre à votre question, c'était augmenté avant le plan de relance numéro 1. Donc, il n'y a pas eu de découverte. Quand on nous a dit l'ADEME aura 350 millions, on avait prévu ça pour des raisons... Je rappelle juste d'ailleurs qu'on donne 350 millions au réseau de chaleur quand on a donné plutôt 5 milliards aux énergies renouvelables électriques et je ne sais pas combien sur des filières plus ancestrales que je ne citerai pas, parce qu'il faut finir par croire que je suis anti-nucléaire, ce que je ne suis pas. Mais c'est juste en termes de montant. Le troisième point, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement sur l'économie circulaire, où on a eu quand même là pour un vrai coup de booster, résultat d'une bataille acharnée pour qu'on nous affecte la TGAP qu'on nous prend. Il faut savoir quand même qu'on nous prélève chaque année entre 500 et 600 millions d'euros de TGAP, à nous tous d'ailleurs, puisque c'est nous qui on la paye tous là pour le coup, et que c'est devenu plus une taxe de rendement qu'une taxe écologique. Finalement, on l'a fait augmenter, mais nous, on voit à peu près la même somme arriver. Donc, il faut faire attention à ça. Ces taxes écologiques ne doivent pas être des taxes de rendement, ça doit être des taxes réaffectées. Et là, on nous a réaffecté un petit peu plus sur 4 postes, dont 2 sont en train de bien fonctionner. Je parle sous le contrôle de mon collègue. L'extension des consignes de tri, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la modernisation des centres de tri, où il y a eu un vrai appel d'air parce qu'on n'a plus qu'un an pour faire cette extension pour que les Français aient un geste de tri très très simple et que derrière on recycle. La fin de la phrase est importante, et que derrière on recycle leurs pots de yaourt, par exemple, parce que vous savez que les pots de yaourt se recyclent peu ou pas. Et puis l'autre domaine qui a bien marché, c'est la production de CSR, c'est-à-dire ces nouveaux combustibles issus des déchets, sur lesquels là l'appel d'air a été vraiment réussi. Sur les biodéchets, qui était la troisième poste, c'est plus modéré, il y a une vraie envie, mais il y a des surcoûts importants qui risquent de faire augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Or, cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères a beaucoup augmenté. Et puis pour finir, sur les énergies renouvelables, là je donnerai moins de bons points sur le plan numéro 1, parce qu'il était très axé sur l'hydrogène et sur le nucléaire, déjà. Alors qu'en tant que représentant des collectivités, nous, on veut qu'il soit axé sur la structuration des filières forestières pour sortir le bois de la forêt, sur le développement de l'éolien, sur le développement du biogaz, sur lequel le potentiel est immense. Ce n'est pas nos amis gaziers qui diront le contraire. Aujourd'hui, moins d'1% du gaz distribué et du biogaz, donc un potentiel énorme. Donc là, il y a quelque chose d'un peu déceptif. Puis dernier élément, on a parlé d'eau. C'est arrivé un peu à la fin. Il y avait quand même 300 millions d'euros pour rénover les réseaux. C'était un premier signe, mais c'est clairement insuffisant. Enfin, les montants dont on a besoin pour rénover les réseaux et pour rénover nos stations d'épuration est bien supérieur. Dernier élément, mais c'était peut-être la question d'après, je l'anticipe. Non, allez-y. C'est qu'effectivement, on a été les premiers, c'est pour vous dire qu'on est capable d'être positif, on a été les premiers à saluer l'initiative du Premier ministre de création de ce qu'on appelle les CRTE, donc les contrats de relance transition écologique, qui sont en gros nos contrats État-collectivité locale sur la transition écologique. On a été les premiers pour une raison simple, c'est qu'on est assez persuadé qu'on rentre dans une phase de généralisation de la transition énergétique et écologique. On était dans quelques pionniers qui faisaient des choses bien. Nous, on dit maintenant, c'est tous les territoires. C'est en additionnant les efforts de chacun qu'on arrivera à atteindre les objectifs nationaux. Donc, on a été les premiers à dire, chiche, contrat, toutes les collectivités, tous les territoires auront des contrats d'objectifs en vue d'améliorer la transition écologique. Donc, ça fonctionne comment ? Alors, comment ça fonctionne ? Pour l'instant, on a un peu du mal à voir, mais enfin, pour faire simple, vous avez, c'est d'abord les intercommunalités qui sont concernées, 850 contrats, principalement des communautés de communes, des communautés d'agglomération, communautés urbaines métropoles, plus des pays, des établissements territoriaux de type pays. L'idée, c'est effectivement de rassembler tout ce que vous avez en projet, d'en ajouter d'autres parce qu'on est censé avoir de l'argent, mais quand on compte, il n'y en a pas partout. Et effectivement, ça s'appelait normalement des contrats de relance et de transition écologique. Et c'est là qu'on apparaît, c'est qu'on s'est rendu compte que les premiers contrats qui sont signés entre l'État et leurs représentants locaux, les préfets et les collectivités locales, étaient plutôt CR, mais pas très TE.
C'est-à-dire que globalement, on a vu la liste de projets, on refait un hôpital, on rénove une école, on fait un rond-point, hein, on refait un pont, et c'était pas très TE. Donc, on a une convention de partenariat avec le ministère de l'écologie pour rendre un peu plus TE ces contrats de relance. En gros, quand je fais l'hôpital, est-ce que je pense économie d'eau, est-ce que je pense gaspillage alimentaire, est-ce que je pense bien entendu efficacité énergétique du logement, etc., du bâtiment, etc. Donc vous introduisez cette dimension transition écologique dans les contrats qui peuvent être conclus. D'accord. Alors le problème qu'on a, pour être tout à fait honnête, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas d'avantage. Il y a un avantage c'est la prime au volontariat, donc il n'y a pas de bonus et financier si vous faites un hôpital basse consommation ou bâtiment énergie positif par rapport aux autres types d'aides. Donc on ne peut pas compter là-dessus. On ne peut pas non plus compter sur une sorte de conditionnement. Ce n'est pas parce que vous êtes exemplaire que vous allez avoir plus d'argent pour l'hôpital. D'accord. Donc du coup, on est pour l'instant un peu dans le lieu commun, mais effectivement, on a maintenant à peu près un petit quart des collectivités qui ont dit de toute façon, vous avez raison, il faut qu'on structure notre réflexion des CRTE avec une grille environnementale sur l'eau, sur l'air, sur les déchets, sur l'économie circulaire, etc. Mais le financement, il vient du plan de relance ? Le financement, c'est le même. D'accord, c'est le même. Finalement, mais il y a un moment, si vous avez plein de collectivités qui disent oui, il y aura de l'argent ? C'est là où j'espère que vous me comprendrez. Moi, j'attendais de mardi un mot sur et ça financera les CRTE. Et ce bout-là n'est pas sorti. Donc voilà mon aigreur du moment. Mais je vais essayer de rejoindre l'optimisme. Peut-être qu'il va y avoir un plan 2, un plan 3, puis un match retour, et puis on y sera. Pour l'instant, on a un peu l'impression de dire vous faites la transition écologique et puis vous prenez le plan habituel. C'est pour ça qu'on est un petit peu gêné par ça. Mais vous l'avez vu, on a décidé de s'engager auprès du gouvernement pour les aider à apporter cette dimension environnementale dans des CRTE aux côtés des collectivités locales. Donc peut-être qu'il y aura on joue bien en équipe, mais il faut aussi qu'on ait les moyens. Peut-être qu'il y aura un plan numéro 2, comme vous dites. Mais... Un plan de décentralisation de la transition écologique. C'est ça l'idée, c'est que tout se passe sur nos territoires. Toute tonne de carbone évitée, c'est sur un territoire, même dans le monde industriel. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est encore trop centralisateur et pas assez décentralisé. À part si les petites centrales nucléaires, bien sûr. Voilà, les petites centrales nucléaires, qui ne sont pas destinées nécessairement à être en France, hein, d'ailleurs. On fait de l'export. C'est ça aussi l'un des points qui a été souligné. Alors peut-être commenter aussi ce qui vient d'être dit. Bruno Cavanier, je vous passe la parole. Maintenant, là, on a dressé un peu un bilan. On va se poser des questions aussi, pourquoi pas, évidemment, et largement sur les perspectives, sur comment pérenniser tout ça. Bon, on sait bien qu'on a eu un plan de relance dans un contexte particulier, mais là, on est engagé, vous l'avez dit, vous engagez dans des enjeux de décarbonation. Oui, je partage tout à fait ce que vous dites. Il faut que ce soit régionalisé, territorialisé. Nous, on travaille beaucoup sur les territoires et je crois beaucoup et aux collectivités locales et aux territoires. Plus on est près des territoires, mieux ça se passe. Certains candidats sont à la présidence, on verra, sont l'antithèse de ce que je viens de vous dire. En tous les cas, moi, c'est ce que je défends. Et vous avez raison, il faut arriver à le pérenniser, il faut arriver à le suivre. Déjà, il faut arriver à ce que ça sorte et que ça sorte rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est comme les grands projets, plus ça met du temps à sortir, plus ça devient compliqué. Donc il faut avoir un suivi. C'était d'ailleurs ce que j'avais dit au Premier ministre sur le premier plan. Il faut que ça sorte vite, que ça parte de Matignon, alors le président de la République a parlé de commando, un truc comme ça. Effectivement, je pense qu'il faut aller très vite là-dessus, qu'on ait un suivi, qu'on passe des paroles aux actes. Là aussi, on est parfois dans un pays où les milliards se mélangent, on les retraite et on essaie de suivre ça. Et évidemment que les collectivités locales auront un rôle majeur à jouer dans la transition. C'est inimaginable, évidemment, de faire sans elle. Enfin, je pense que personne ne l'a imaginé, même si ça n'a pas été dit. En tous les cas, c'est l'analyse que j'en fais. Et on verra demain. Et alors, tout à l'heure, on disait peut-être qu'il y aura un plan 2 ou un plan 3. Je pense effectivement, les mois passant, 2022 se rapprochant, le 24 février, j'espère, va être un déclencheur d'idées et de financements et de promesses en tout genre qu'on va essayer de récupérer au passage pour qu'elles soient sonnantes et trébuchantes. Mais effectivement, ça va être un travail de longue haleine. Mais je crois profondément que notre société change, qu'il y a une prise de conscience sur ce changement et que ça va s'inscrire dans la durée. Et alors, dans ces sujets-là, il y a la question des infrastructures, puisque évidemment, ça vous concerne au premier plan. Vous mettez bien en avant la nécessité d'investir
dans les infrastructures, dans des objectifs aussi de neutralité carbone. Alors, faut bien le comprendre, parce qu'on a l'impression, on va se dire, on ne va pas construire à tout va non plus, ou il faut avoir, enfin, il y a des choses qui doivent être, il y a une vraie stratégie qui doit y avoir derrière. En fait, l'image qu'on pouvait avoir, c'était, alors suivant les époques, de bétonneurs, bâtisseurs. Quand il y a eu le Grenelle, il fallait plus faire de route. Enfin, vraiment, on était. Alors qu'on a des solutions de décarbonation, on a des solutions de maintenance. Plus vous maintenez les ouvrages, moins vous dépensez d'argent, moins vous dépensez de CO2. Et on voit bien que sur nos territoires, si vous ne travaillez pas sur la mobilité, sur le logement, vous ne travaillez sur rien du tout et vous ne faites pas évoluer les choses. Donc sur les infrastructures, quand on travaille sur des pistes cyclables, quand on travaille sur des parkings multimodaux, quand on travaille sur des bornes rechargeables, je ne sais pas qui parlait tout à l'heure d'électricité, évidemment qu'on ne peut pas imaginer demain doubler un parc de voitures électriques et ne pas faire en même temps les investissements en recharge de bornes qu'il va falloir. Ce qui d'ailleurs va nous poser un problème. Quand on voit aujourd'hui le prix de l'énergie, où ça va, il y a des questions à se poser. Je ne sais pas comment encore on va les régler. Mais évidemment que les infrastructures font partie intégrante et des territoires et de la transition écologique. Et dans ces infrastructures, donc il y a l'eau, les réseaux d'eau. Enfin, essayez de voir un petit peu concrètement ce sur quoi vous travaillez. On travaille surtout quand il y a déjà des années qu'on propose, par exemple, des solutions d'économie d'énergie pour des collectivités, pour leur réseau électrique. Que je vous parlais de bornes de recharge, de routes. Alors, sans parler de routes solaires qui encore ne sont pas très répandues, mais où on travaille sur des routes recyclées, où là aussi on avait beaucoup de mal jusqu'à ces dernières années à proposer des solutions. C'est en train de changer. Quand je vous parlais de l'eau, on a mis 300 millions d'euros, 25% de l'eau qui part dans la nature, c'est quand même hallucinant, où personne s'en occupait. Ça aussi, c'est en train de changer dans les mentalités. Mais la résilience, la maintenance font partie de tous les travaux que l'on fait. Alors Franck Boucher, je vais vous passer la parole aussi alors on a déjà vu que vous aviez déjà le plan 2, 3, 4, 5, vous avez des belles perspectives, et sur la pérennité et sur l'avenir, on voit, ça y est, j'allais dire, quelque part c'est enclenché, si je puis dire. C'est enclenché, ça a commencé par beaucoup d'études, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça va déclencher forcément à un moment donné des travaux. On verra ce que va donner le plan numéro 2, puisque pour l'instant il est à l'étude, les dossiers ont été déposés, ils sont censés amener la même énergie que les précédents, puisque c'est à peu près la même enveloppe. Ils sont certainement liés à plus de travaux et un peu moins d'études, c'est ce qu'on s'attend à faire. Et le fait de faire un peu plus, peut-être que ce plan numéro 2 va permettre de recycler 200 hectares supplémentaires, 300 hectares, ça a l'air de rien, mais ça se transforme en mètres carrés construits derrière sur des sites qui sont des sites qui sont généralement en zone détendue, généralement sur des zones qui n'intéressent pas tout le monde, et sur des projets qui vont quand même participer à cette économie circulaire. Donc, avec l'accompagnement réglementaire, donc on a parlé de la loi AGEC, on a parlé de la loi Climat et Résilience, la loi ASAP. Avec cet accompagnement réglementaire, il va y avoir, et ces travaux en plus, moi ce que j'espère que ce soit un déclencheur pour dire il en faut encore plus, parce que ces fonciers qu'on a libérés, qui étaient un peu endormis en sommeil, qui viennent s'inscrire dans un schéma territorial, finalement ça marche bien. Ça marche bien parce que ça a permis de réduire un petit peu les infrastructures qu'on met, ça marche bien parce que ça améliore notre paysage, ça marche bien parce qu'en accompagnant ça d'ingénierie, de compétences, d'emploi, de formation, ça crée une dynamique qui fait que peut-être qu'on va s'intéresser davantage et peut-être qu'il y aura de moins en moins besoin de subventions parce qu'on sera de plus en plus performant sur le rendement financier de ces rénovations. Parce que c'est encore un métier nouveau que de réhabiliter des friches industrielles, dépolluer, démolir, recycler. C'est encore des tendances qui sont relativement récentes
et qui sont assortis d'investissements, de recherche et développement pour améliorer le rendement financier de ces opérations. Alors, puisqu'on parlait aussi de territoire, de collectivité, j'imagine que vous aussi, vous travaillez au plus près d'eux. Les fonds qui ont été donnés à 75-80% ont été dirigés vers les collectivités publiques. Les aménageurs privés en ont eu à peu près 20 à 25%, ce qui est bien. Et donc forcément, les entreprises de l'UPDS que je représente et qui ont accompagné ce mouvement, car plus de 2/3 de ces dossiers ont été accompagnés par les entreprises de l'UPDS, avec un taux de réussite que je trouve plutôt satisfaisant. Ça s'accompagne de projets qui sont menés par des établissements publics fonciers, qui vont intéresser des communes. Et ces projets-là étaient souvent un petit peu gelés quand même. Ouais. Souvent un petit peu en réflexion. Et cette queue du Mickey a accéléré un petit peu la réflexion en disant bon, c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'après il y a des dates butoirs. Et après, on ne sait jamais, il n'y aura pas forcément un numéro 2. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, quelque part, avec ce plan de relance, votre image aussi a évolué ? Depuis quelques années, le métier des sites et sols pollués, le métier de la revalorisation des friches, ça évolue parce que ça intéresse de plus en plus de gens. Pourquoi ? Parce qu'avec les objectifs fixés par le gouvernement, qui sont mine de rien relativement récents, ils ont 2 ans. La zéro artificialisation nette, si on veut y arriver, il y a quand même un chemin à faire. Et de plus en plus de gens se disent tiens, c'est marrant, ils ont construit dans la nature. Tiens, c'est nouveau ça. Ça choque maintenant. Oui. Et moi, ce que j'espère, c'est que ça choquera de plus en plus pour qu'on aille de plus en plus vers redensifier les centres-villes, remettre de l'activité industrielle sur d'anciens sites industriels. Et si possible, évidemment, redonner des logements sur des endroits qui, avant, étaient sur des industries qui, malheureusement, ne pourront plus renaître. François Escoffier, de la même façon, comment vous voyez les perspectives d'avenir, les choses sur lesquelles il faut aussi que ça évolue, éventuellement, dans votre secteur ? Alors, si vous voulez à écouter mes collègues, j'entendais plan 1, plan 2, plan 3. Je ne voudrais pas que le recyclage soit le plan B, qu'il n'arrive jamais. Mais grosso modo, dans les perspectives, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est la problématique de l'énergie. Vous avez le prix du gaz qui est passé de 20 à 110 euros. C'est quand même pas neutre, quoi. C'est des augmentations colossales. Jusqu'à 168 le 6 octobre, vous voyez. Donc, Parfait. On ne sait pas où jusque ça va s'arrêter, mais grosso modo, ça ouvre des perspectives, notamment sur le combustible solide recyclé. Dont parlait Nicolas Garnier. Tout ce qui est CSR, exactement. Et donc, c'est une énergie de substitution qui représente à peu près 60% de la valeur calorifique du pétrole. C'est une opportunité qu'il faut absolument saisir à partir des déchets. Malheureusement, l'émergence de ces filières en France de consommation sont trop faibles. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un booster là-dessus et un booster durable. Donc, il faut que les gens qui ont des capacités, qui ont des besoins de chaleur et d'énergie, se portent sur ces énergies-là. Nous, on pourra leur fournir la matière. Donc, il faut Pourtant, si je ne m'abuse, c'était indiqué aussi dans le plan de relance. Dans le plan Bien sûr, il y a 80 millions d'euros qui sont consacrés à... Mais il faut aller encore plus loin, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense qu'il faut encore aller plus loin parce que c'est vraiment quelque chose de stratégique. Quand on parlait de l'indépendance énergétique de la France, c'est les fournitures d'énergie qu'on produit et qui vont partir sur les marchés étrangers. Donc, il faut... C'est bien, ça améliore la balance commerciale de la France, mais il faut absolument qu'on garde notre indépendance énergétique par rapport au coût de boutoir du coût des énergies. Ensuite, il y a tout ce qui est... Vous parliez local. Mathieu Charrer, le président de la branche centre et sud-est de la Fédération de recyclage, la branche régionale qui couvre Auras, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, a signé mardi une convention avec la région qui porte sur 5 sujets principaux, des filières d'avenir, CSR, le recyclage des batteries automobiles, pas mal de perspectives, et aussi sur la formation, puisque on sait que dans le BTP, les jeunes, vous trouverez facilement de l'emploi dans les entreprises performantes, mais dans les nôtres aussi. Et dans les nôtres, on a établi le besoin à quasiment 8000 salariés de plus. On est 31 000 aujourd'hui.
Et les oui, perspectives sont à 8000. Donc il faut vraiment qu'on donne dans les perspectives qu'on souhaite avoir. C'est un effort sur la formation hyper importante. Alors en très qualifié, de très haute technologie, parce qu'on utilise encore des très hautes technologies avec des fabricants de machines françaises. Il y a des industries dans lesquelles les fabricants de machines ont complètement disparu de notre territoire, et nous, c'est encore le cas. Et donc, on compte un peu sur tout cet effet d'entraînement de notre écosystème. Ça me paraît très important de le préciser. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour du plastique. Enfin, le plastique est considéré non pas que comme un déchet dans la sémantique, mais aussi comme une matière. Et je trouve ça quand même intéressant. Si le plastique a eu le développement qu'il a eu, on ne va pas parler du plastic bashing, mais c'est aussi parce que c'est un matériau qui est confortable, qui est léger pour tout un tas de produits, qui est résistant. L'amélioration technologique des matériaux a fait la réduction des épaisseurs de ces matières. Donc il faut toujours travailler l'incorporation des matières premières issues du recyclage, qu'on crée des filières pour pouvoir utiliser ces produits-là. On ne se posait pas la question quand on avait une sidérurgie, de très très haut niveau, elle est toujours bonne. Mais clairement, elle est en repli par rapport à ce qu'elle a connu. Et puis, c'est la même chose sur les filières d'aluminium, les filières de cuivre, les filières de tous ces métaux. Et voilà, la perspective, la France, c'est un des plus beaux pays du monde. On a un gisement de dingue grâce à notre niveau de consommation et notre niveau de vie. Et cette ressource, il faut qu'on l'utilise via les mains des entreprises de recyclage. Voilà, en tout cas, il y a quand même plein de perspectives et des idées et de l'innovation aussi dont on parlait. Alors, si on veut parler d'avenir, se projeter dans l'avenir, Nicolas Garnier. Alors déjà, l'avenir, puisqu'il y a eu une petite page de pub, l'avenir, c'est la semaine prochaine, le 35e congrès d'Amorce, qui est consacré à la relance et la transition écologique. Voilà, exactement. Entendu, avec Barbara Pompili, Emmanuel Vargon, Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, et quelques autres. Avec d'ailleurs un sujet sur les plastiques, avec des spécialistes du plastique. Et on peut venir aussi quand on est extérieur vous êtes tous les bienvenus. En plus, c'est un plaisir de se retrouver. Alors c'est où? Ça se passe où, tant qu'à faire? C'est à Troyes. À Troyes, voilà, chez le président de l'AMF. Voilà, et on est déjà, il y a 780 inscrits à cette heure. Non, j'ai fini ma page de pub, mais nous, on a vraiment, mais ça a été dit, ça a été repris, je pense qu'il y a vraiment l'idée que cette transition écologique et cette relance doit se démultiplier dans les territoires. Moi, je pense que c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est sortons du XXe siècle avec des approches macro, centralisées, grosses installations, enfin, dans tous leurs métiers, dans tous mes métiers. On voit apparaître des nouvelles installations localement, on voit apparaître des dynamiques locales, de l'emploi local. Je suis désolé parce que je ne l'ai pas dit, mais ça a été évoqué. Je crois qu'on parlait du même candidat. Donc, on a quand même des candidats qui disent à peu près n'importe quoi sur l'éolien. Voilà, il y a un des deux candidats qui dit du mal de l'éolien, qui en a énormément. Donc lui, il faut quand même bien l'écouter parce qu'il en a énormément. Puis il y en a un autre, il n'en a jamais fait de sa vie, donc celui-là, il faut quand même faire très attention. Mais effectivement, on a absolument besoin de ces outils. Et il faut accepter l'idée que cette transition écologique, ce ne soit pas une transition écologique de caste, d'élite, mais une transition écologique du peuple. Je reviens, j'ai mangé qu'une fois avec le Premier ministre, le précédent, c'est 3 semaines après Gilets jaunes, parce que j'avais fait une interview dans la Gazette des Communes qui s'appelait « Il va y avoir Bonnet Rouge 2 ». Je m'étais trompé de couleur, je m'étais trompé de vêtements. Et j'ai eu le droit à un tête-à-tête avec le Premier ministre de l'époque. Et moi, je lui ai dit, la transition écologique, ça doit être populaire. C'est quelque chose qui doit concerner tout le monde, le quotidien des gens, etc. Et à ce moment-là, à un moment donné, ils peuvent comprendre qu'il y a un prélèvement intelligent qui se met en place. Et aujourd'hui... Là, vous laissez entendre le sujet de la taxe carbone et tous ces sujets-là qui sont hyper sensibles. Mais en tout cas, je crois vraiment que si on croit à cette transition écologique, c'est une transition écologique de tous pour tous. Et forcément, elle passe par la logique des territoires, par la proximité, par des PME, par des TPE, par etc. Et pourtant, on dit souvent que les territoires même donnent des idées et vont un peu bousculer ceux qui nous gouvernent. Vous savez que quand les États-Unis sont sortis de l'accord de Kyoto, qui est-ce qui a pris le relais? Les villes américaines. C'est Pittsburgh qui a dit moi je vais le faire l'engagement que le président de l'époque W ne voulait plus faire. Donc effectivement, c'est moi un peu mon message, et je trouve que pour l'instant cette relance, elle est trop centralisée. Il y a quand même, je vous ai donné quelques bons points, donc ne me caricaturez pas, et pas assez décentralisatrice, pas assez populaire. On parle beaucoup de techno, on parle d'hydrogène vert. Monsieur et Madame Michu, hydrogène vert, excusez-moi, c'est encore un peu loin tout ça, quoi. Donc il y a ce besoin de rendre plus populaire au sens qui concerne tout le monde, pas au sens populiste, comme d'autres aimeraient le faire croire, cette transition écologique et cette relance. Alors, est-ce qu'il y a des questions de votre part? Parce que aussi l'objet, pas uniquement de discuter entre nous, mais on peut vous passer un micro si vous avez une question à poser à un de nos intervenants. Vous voyez, il y a une jeune femme dans le fond de la salle
Qui désinfecte un micro et qui peut vous le passer? C'est toujours compliqué la première. Hein. On va poser une question. Ah si, merci beaucoup. Merci. Allez, je me lance. Bonjour, Mathieu Weiss. Échange passionnant, merci. Est-ce que chacun, de votre côté, dans vos fédés, vous avez fait des analyses, évaluations sur l'impact emploi de tout ça? Alors, il y avait un petit peu une question pour Franck Boucher, sur, même si vous n'aviez pas encore tout en termes de chiffres, c'est ça? C'est en cours, donc je ne voudrais pas donner de chiffres qui ne soient pas réalistes. Voilà, c'est en cours. Bruno Cavalier. Nous, avant le Covid, il fallait qu'on embauche 200 000 personnes dans les 5 ans. Donc, on peut imaginer qu'on va avoir un accélérateur d'embauche sous réserve qu'on trouve l'embauche. C'est vraiment la problématique. Ce matin, il y avait le conseil d'administration d'Ora, et c'est vrai partout. Moi, je fais le tour de France en ce moment. La problématique, c'est pas le business, c'est pas l'activité, c'est le recrutement de jeunes, mais pas que. Donc, c'est comment, aujourd'hui, c'est comment vous attirer dans nos métiers, comment vous faire passer la passion qui nous anime, comment vous expliquer, vous intéresser. Donc, on n'a pas de souci d'embauche, on a plutôt un souci de recrutement. Et je pense que d'ailleurs, dans les années qui arrivent, vous aurez plus d'offres que de demandes. Vous aurez le choix entre des secteurs d'activité. Et je pense que là aussi, c'est ceux qui seront capables de donner du sens à ce qu'ils font, que ce soit les fédérations, les entreprises, c'est quoi la société de demain que l'on veut, qu'est-ce qu'on imagine, qui feront qu'il y a des choix qui vont se faire. François Escoffier, vous avez parlé d'un besoin de 8 000 emplois déjà, de toute façon. Oui. Non, mais nous, on l'a clairement quantifié. Si le plan de relance est appliqué, plus les perspectives et les nouveaux objectifs via les éco-organismes, c'est à peu près 8 000 emplois qu'il faudra qu'on fournisse en plus, sans compter les remplacements de départ à la retraite. Donc, il y a un véritable impact sur la transition écologique, sur la décarbonation de nos activités, sur l'incorporation des matières premières issues du recyclage. Alors, j'allais dire, on parle que des emplois FEDEREC, la Fédération des entreprises de recyclage, mais je ne vais pas vous parler des emplois, des filières de consommation de nos produits, parce que là, c'est gigantesque. Je n'ose pas égaler les chiffres de mon collègue, et néanmoins ami de longue date. Ça fait 10 minutes qu'on se connaît, mais plutôt sympathique. Donc voilà, on sait que de toute façon, que ce soit dans les collectivités, dans toutes les activités qu'on représente, le sujet, il est créateur d'emplois, parce qu'on tout simplement... il représente l'activité en France du citoyen, les collectivités, et puis les 3 autres, des industries qui sont absolument nécessaires à notre pays, quoi. Que ce soit de construire, d'aménager, de dépolluer, de traiter après nos activités humaines, et puis nous occuper de la fin de vie des produits et de leur retour dans l'économie circulaire. Voilà. Donc forcément, des perspectives importantes sur la création d'emplois. Est-ce qu'il y a une autre question qui est venue entre-temps? Ah, à nouveau. Vous vous dévouez. Bon. Non, c'est pas une autre question, je ne vais pas monopoliser, mais juste du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder les travaux du Shift Project. Ça a été chiffré au global et ils le chiffrent à 300 000 emplois. La décarbonation, ils sont vraiment sur le critère carbone. Décarboné à horizon, je crois que c'est 2050. Y compris les destructions d'emplois dans les activités pas bonnes pour l'environnement et le climat. En net, c'est 300 000 emplois. Vous-même, vous êtes au Shift Project ou vous êtes un shifter? Je suis sympathisant. Une sympathie, parce qu'il y a des bénévoles, il y a des shifters aussi dans le sein de ce think tank. Pas d'autres questions qui soient venues entre-temps? Oui, bien sûr, Nicolas peut commenter, bien sûr. Je peux réagir ou commenter. Juste un point que je trouve aussi important dans le débat actuellement sur la relance et la transition écologique, c'est attention aux monocritères. C'est-à-dire que je trouve que le débat national a tendance à se surfocaliser sur la question du carbone. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de contester, ne voyez pas en moi quelqu'un qui conteste le fait du changement climatique, mais attention, la cause environnementale est une cause multicritère. Et prendre des décisions à l'aune
uniquement du paramètre carbone peut faire prendre des très mauvaises décisions sur plein d'autres domaines. La biodiversité, la consommation d'eau, etc., etc. Donc il faut vraiment qu'on arrive à placer probablement le carbone assez au centre du débat, il n'y a absolument pas de doute. Mais surtout qu'on ne rentre pas dans les logiques monocritères, parce que c'est ce qu'il y a de pire. Et puis généralement, très vite, c'est happé par les lobbies. Il y a les lobbies qui ont la chance d'être peu carbonés, alors ils ne parlent que de ça. Encore une fois, je cite personne, bien entendu. Et puis les autres qui n'en parlent pas. Donc il faut avoir conscience que la cause environnementale, c'est aussi une cause d'économie d'eau, c'est une cause de matière, c'est une cause de carbone, effectivement, de biodiversité, etc., de qualité de l'air. Et donc garder quand même la panoplie des enjeux environnementaux et pas de faire de la transition écologique la transition de décarbonation, qui est un des éléments majeurs, mais qui n'est pas le seul dans une prise de décision. Alors quelque part, c'est un peu en guise de conclusion à cette table ronde, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Donc si vous voulez, je vous passe la parole aussi aux uns et aux autres, si vous avez quelque chose à ajouter, une conclusion à apporter à cet échange. Vous êtes en train de réfléchir. Oh là là. Qui veut prendre le micro? Allez-y. Non, oui. Juste, tout à l'heure, je discutais avec un industriel qui m'expliquait qu'effectivement, ils réfléchissaient, ils avaient fait plus que réfléchir, parce que pour construire, c'était notamment des tuyaux, ils baissaient maintenant de 30% leur production d'eau, ils baissaient leur production d'énergie. Ce n'était pas que pour le carbone, c'était parce que de toute façon, vu les augmentations qu'il y a, vu la prise en compte aujourd'hui de cette transition, tout le monde réfléchit, et il n'y a pas que, effectivement, l'empreinte carbone. Je suis d'accord avec vous. Allez-y. Bien noter la réflexion sur le monocritère. Dans mon métier, tout à l'heure je parlais de R&D. On cherche à améliorer nos techniques de dépollution en recyclant au maximum les terres polluées pour moins emprunter de ressources naturelles. On travaille là-dessus à l'UPDS et dans toutes les entreprises du secteur. On cherche à retirer les pollutions du sol et non pas retirer les sols, y compris leur pollution. Parce que tout ça, c'est très vertueux en termes d'empreinte carbone. Et on voit aujourd'hui également des friches industrielles qui sont revalorisées justement dans le cas de projets énergétiques, qui soient photovoltaïques, implantation d'usines à hydrogène, même si aujourd'hui c'est encore en gestation plus qu'effectif. Et donc on voit bien que c'est un même sujet, ces recyclages de friches et dépollution de sites sont également inscrites dans une nouvelle façon d'envisager la création de l'énergie qui est quand même la base de notre économie. François Escoffier, vous voulez ajouter quelque chose en guise de conclusion? La conclusion, je crois que c'est une excellente table ronde où on s'aperçoit que le plan de relance a quand même un booster, en tout cas s'il n'est pas économique sur tous les sujets, en tout cas il bouscule nos perspectives et ça je trouve ça très intéressant. Mettre la main à la poche c'est un peu plus compliqué, investir pour les entreprises c'est un peu plus compliqué, mais même si c'est compliqué, ça va toujours dans le bon sens. Parce que c'est quand même notre avenir dont on discute, c'est l'utilisation de nos ressources. Et l'énergie verte, l'économie circulaire, c'est une réalité. On aurait fait il y a 10 ans, on n'aurait pas fait la même conférence. Il y a 5 ans, on l'aurait sûrement pas faite. Donc voilà, moi les perspectives, je les trouve intéressantes. Et je salue quand même tout ce qui a été fait autour de nos métiers, les uns et les autres. Comme quoi, ça bouge et on a la preuve ici parce que Polytech est une vraie réussite cette année et vraiment les organisateurs sont ravis de vous avoir aussi nombreux. Donc merci à vous tous qui nous avez écoutés. On a bien noté, alors le stand FEDEREC c'est sur le hall 3, hein, c'est ça. FNTP, UPDS, là c'est 4, c'est pas très loin puisque ça recrute. Hein. Allez voir, allez vous renseigner. Bon, Amorce aussi. Amorce c'est juste derrière, voilà, comme ça si vous voulez prolonger cette table ronde. Merci beaucoup, on peut vous applaudir tous les 4 pour votre intervention. Merci. Et merci aussi à ceux qui nous ont suivis en ligne et bonne continuation sur Polytech. Merci.